Salut à toi, aujourd'hui on se lance dans une vidéo qui va être un peu longue, mais crois-moi, ça vaut le coup de rester jusqu'au bout. On va réviser ensemble tout le programme de physique-chimie pour le brevet. On va faire 5 exercices qui va balayer tout ce que tu dois savoir. Alors installe-toi confortablement, prends de quoi noter si tu veux faire les exercices avant la correction, et c'est parti, on commence avec le premier exercice. Ton smartphone est un concentré de chimie. Savais-tu que ton smartphone contient plus de 30 éléments chimiques différents ? C'est un véritable concentré de chimie dans ta poche. L'écran utilise de l'indium, un métal rare qui permet de rendre l'écran tactile. La batterie contient du lithium, un élément léger qui stocke beaucoup d'énergie. Et la coque pourrait être en aluminium, un métal à la fois léger et résistant. Le document 1 nous donne les informations sur le lithium. Son symbole est Li, son numéro atomique est Z égale 3 et son nombre de nucléons A égale 7. On nous précise aussi qu'il forme l'ion lithium Li+, en perdant un électron. Le document 2 nous parle de l'écran tactile. Il est recouvert d'une couche d'oxyde d'indium éteint, un matériau transparent et conducteur. Sa formule chimique est In2O3. La première question, complétez le tableau suivant pour l'atome de lithium. On nous demande de trouver le nombre de protons, de neutrons et d'électrons. Deuxième question, l'ion lithium Li est-il un cation ou un anion ? Il faudra justifier la réponse. Je te laisse maintenant mettre en pause la vidéo pour réfléchir avant de regarder la correction. Passons à la correction de la première question. Commençons par relever les données du document. Z égale 3, c'est le numéro atomique, et A égale 7, c'est le nombre de nucléons. Première étape, trouver le nombre de protons. Le numéro atomique Z représente toujours le nombre de protons dans le noyau, donc le nombre de protons est égal à 3. Deuxième étape, trouver le nombre d'électrons. C'est un atome, pas un ion. Donc un atome est électriquement neutre, ce qui signifie qu'il possède autant d'électrons que de protons. Donc le nombre d'électrons est aussi égal à 3. Troisième et dernière étape, trouver le nombre de neutrons. Le nombre de nucléons A est la somme des protons et des neutrons. Donc on calcule, le nombre de neutrons est égal à A moins Z, soit 7 moins 3, ce qui donne 4 neutrons. Et voilà, le tableau est complété, 3 protons, 4 neutrons et 3 électrons. Faisons un petit rappel du cours sur la structure de l'atome, car c'est une notion fondamentale. L'atome est constitué de deux parties principales. Au centre, on trouve le noyau. Il contient deux types de particules, les protons, qui portent une charge positive, et les neutrons, qui ne portent pas de charge électrique. Autour du noyau se trouvent les électrons, des particules beaucoup plus légères qui portent une charge négative. Voici quelques exemples avec l'hydrogène, le carbone et l'oxygène. Retenez bien ces relations importantes. Z, le numéro atomique, est égal au nombre de protons. A, le nombre de masse est égal à la somme des protons et des neutrons. Et dans un atome neutre, le nombre d'électrons est égal au nombre de protons. Passons maintenant à la correction de la question 2. L'ion lithium Li+, est-il un cation ou un anion ? Analysons la notation Li+. Li est le symbole du lithium, le signe plus indique que l'ion porte une charge positive. La réponse, l'ion lithium Li+, est un cation. Il porte une charge positive plus, cette charge positive signifie qu'il a perdu un électron. Il a 3 protons, comme avant, et 2 électrons au lieu de 3. Comme il y a plus de charge positive que négative, l'ion est positif, c'est donc un cation. Pour rappel, un cation est un ion de charge positive. Il se forme quand un atome perd un ou plusieurs électrons. On a pu le voir avec l'exemple du lithium. Un anion est un ion de charge négative. Il se forme quand un atome gagne un ou plusieurs électrons. Prenons l'exemple du chlore. L'atome de chlore possède 17 protons et 17 électrons. Il est neutre. Quand il gagne un électron, il possède maintenant 18 électrons pour 17 protons. Le déséquilibre crée une charge négative. C'est l'ion chlorure Cl-. Pour se souvenir que cation c'est plus et anion c'est moins, on peut se dire que dans cation, il y a plus de lettres que dans anion. Passons maintenant aux questions 3 et 4. Pour la molécule d'oxyde d'indium, In2O3, donnez le nom et le nombre de chaque type d'atome. Et question 4, l'écran peut se fissurer si le téléphone tombe. S'agit-il d'une transformation chimique ou physique et justifiée ? Encore une fois, essaye de répondre par toi-même avant de regarder la correction. Alors pour la question 3, on doit analyser la formule In2O3. Décomposons cette formule en deux parties. In avec l'indice 2. In c'est le symbole de l'indium et le petit 2 en indice nous indique qu'il y a 2 atomes d'indium. O avec l'indice 3. O est le symbole de l'oxygène et le petit 3 en indice nous dit qu'il y a 3 atomes d'oxygène. La réponse complète, la molécule d'oxyde d'indium In2O3 est composée de 2 atomes d'indium et de 3 atomes d'oxygène. Un petit rappel sur les molécules. Une molécule, c'est un assemblage d'atomes liés entre eux. Regardons la formation de la molécule d'eau. On a un atome d'oxygène, représenté en rouge, et 2 atomes d'hydrogène, représentés en bleu.
les atomes se lient pour former une molécule. On écrit cette molécule H2O, le 2 en indice signifie 2 atomes d'hydrogène. Comme il n'y a pas de chiffre après le O, il n'y a qu'un seul atome d'oxygène. Voici quelques molécules à connaître par cœur pour le brevet. H2O, c'est l'eau. CO2, c'est le dioxyde de carbone. O2, c'est le dioxygène, le gaz qu'on respire. N2, c'est le diazote, le gaz majoritaire dans l'air. Passons à la correction de la question 4. L'écran peut se fissurer si le téléphone tombe. S'agit-il d'une transformation chimique ou physique ? Posons-nous la question clé. Y a-t-il de nouvelles molécules créées ? La réponse est non. Les molécules du verre restent exactement les mêmes. Seule la forme de l'objet change, il est maintenant cassé. La réponse, c'est une transformation physique. Le verre fissuré est toujours du verre, aucune nouvelle substance n'a été créée. Terminons avec un rappel essentiel sur la différence entre transformation physique et transformation chimique. Dans une transformation physique, les molécules restent les mêmes. Seul l'état ou la forme de la matière change. Par exemple, la fusion de la glace, l'eau reste de l'eau, l'évaporation, pareil. Casser un objet, les morceaux sont faits de la même matière, ou encore dissoudre du sel dans de l'eau. Dans une transformation chimique, de nouvelles molécules apparaissent. On peut repérer une transformation chimique grâce à plusieurs indices. Un changement de couleur, un dégagement gazeux avec des bulles, une production de chaleur, ou la formation d'un précipité, c'est-à-dire un dépôt solide. La question clé à se poser, c'est y a-t-il de nouvelles molécules créées ? Si oui, c'est une transformation chimique, sinon, c'est une transformation physique. Voilà pour cet exercice, bravo si tu as su répondre à toutes les questions. Passons maintenant au suivant. Deuxième exercice, l'expérience du Mentos Coca. Tu as sûrement déjà vu cette expérience sur les réseaux sociaux. Tu mets des Mentos dans une bouteille de Coca-Cola et boum, une fontaine de mousse jaillit. C'est spectaculaire, mais que se passe-t-il vraiment ? Le document 1 nous explique l'expérience Mentos Coca. Le Coca-Cola contient du CO2 dissous sous pression. La surface rugueuse des Mentos favorise la libération rapide du CO2 gazeux. Point important, aucune nouvelle substance n'est créée, le CO2 était déjà présent dans la boisson. Le document 2 nous parle d'une vraie réaction chimique, celle entre le vinaigre et le bicarbonate de soude. L'équation de cette réaction est CH3COOH plus NaHCO3 nous donne CH3COONa plus H2O plus CO2. Cette fois, de nouvelles molécules sont créées. Le document 3 nous donne le pH de quelques solutions. Le Coca-Cola a un pH de 2,5, le vinaigre un pH de 3 et l'eau pure a un pH de 7. Le bicarbonate dissous a un pH de 8,5. Passons aux deux premières questions. L'expérience Mentos Coca est-elle une transformation chimique ou physique ? Justifiée en utilisant le document 1. Et donnez la formule chimique et le nom de la molécule de dioxyde de carbone. Précisez le nombre et le nom des atomes qui la composent. Mais on pose la vidéo si tu veux répondre avant moi. Donc l'expérience Mentos Coca est-elle une transformation chimique ou physique ? Observons ce qui se passe. Avant l'expérience, le CO2 est dissous dans la boisson. Après l'ajout des Mentos, le CO2 s'échappe sous forme gazeuse. D'après le document 1, le CO2 était déjà présent dans la boisson. Il n'a pas été créé. Il passe simplement de l'état dissous à l'état gazeux. Aucune nouvelle substance n'est créée. La réponse est donc que c'est une transformation physique. Les molécules de CO2 restent identiques, seul leur état change. On dit qu'il y a un changement d'état. Le CO2 passe de l'état dissous à l'état gazeux. Pour la question 2, donnez la formule chimique et le nom de la molécule de dioxyde de carbone. La formule chimique du dioxyde de carbone est CO2. Analysons cette formule, C est le symbole du carbone. Comme il n'y a pas de chiffre après, c'est qu'il y a un seul atome de carbone, et O est le symbole de l'oxygène. Le petit 2 en indice nous dit qu'il y a 2 atomes d'oxygène. La réponse complète serait le nom de la molécule est dioxyde de carbone, sa formule est CO2, et sa composition, un atome de carbone et 2 atomes d'oxygène. Passons aux deux autres questions. D'après le document 3, le Coca-Cola est-il acide, neutre ou basique ? Justifié. Et dans l'équation du document 2, identifiez les réactifs et les produits. Encore une fois, essaye de répondre par toi-même avant de regarder la correction. Donc le Coca-Cola est-il acide, neutre ou basique ? D'après le document 3, le pH du Coca-Cola est de 2,5. Regardons l'échelle de pH, elle va de 0 à 14. À gauche, en rouge, c'est la zone acide, pour les pH inférieurs à 7. Au centre, en vert, c'est le neutre, pour un pH égal à 7. Et à droite, en bleu, c'est la zone basique, pour les pH supérieurs à 7. Le Coca-Cola a un pH de 2,5, qui est bien inférieur à 7. Il se situe donc dans la zone acide de l'échelle. La réponse, le Coca-Cola est acide. Son pH de 2,5 est inférieur à 7. D'ailleurs, plus le pH est proche de 0, plus la solution est acide. Voici quelques autres exemples de pH. L'acide gastrique a un pH de 1, le vinaigre de 3,
L'eau pure a un pH de 7, neutre. Le savon a un pH de 9 et l'eau de Javel a un pH de 13. Retiens bien ces trois règles, si le pH est inférieur à 7, la solution est acide, si le pH est égal à 7, la solution est neutre, et si le pH est supérieur à 7, alors la solution est basique. Passons à la correction de la question 4. Dans l'équation du document 2, identifiez les réactifs et les produits. La clé, c'est la flèche, elle sépare l'équation en deux parties. Tout ce qui est avant la flèche, ce sont les réactifs, ce sont les substances qui disparaissent pendant la réaction. Ici, les réactifs sont CH3COH et NaHCO3. Tout ce qui est après la flèche, ce sont les produits, ce sont les nouvelles substances qui apparaissent. Ici, les produits sont CH3COONA, H2O et CO2. Terminons avec un rappel sur l'équation chimique, qui reprend un peu ce qu'on vient de dire. Une équation chimique décrit une transformation chimique, elle se lit de gauche à droite. À gauche de la flèche, on trouve les réactifs, ce sont les substances qui disparaissent. La flèche signifie réagissent pour former, et à droite de la flèche, on trouve les produits, ce sont les nouvelles substances créées. Prenons l'exemple de la combustion du méthane. CH4 plus 2O2 réagissent pour former CO2 plus 2H2O. Retiens bien ces points clés, la flèche signifie réagit pour former, les atomes sont conservés, on retrouve le même nombre de chaque côté de l'équation, seules les molécules changent, pas les atomes eux-mêmes. Voilà pour cet exercice, bravo si tu as encore réussi à répondre à toutes les questions, passons à la suite. Allez, troisième exercice, la physique dans les jeux vidéo. Tu as déjà remarqué à quel point les voitures semblent réalistes dans les jeux vidéo ? Les développeurs utilisent des moteurs physiques pour reproduire les lois de la physique du monde réel. Dans les jeux vidéo, les développeurs utilisent des moteurs physiques pour simuler le mouvement des véhicules. Nous allons étudier la physique d'une voiture dans un jeu de course. Le document 1 nous donne les caractéristiques du véhicule. La masse de la voiture est de 1200 kg. Sa vitesse maximale est de 200 km/h et elle passe de 0 à 100 km/h en 8 secondes. On nous donne aussi la valeur de G, qui est égale à 10 Newton par kg, ainsi que la formule de l'énergie cinétique, EC, égale 1/2 de m fois v au carré. Le document 2 présente une chronophotographie vue de dessus. Ce sont des images prises toutes les secondes. Chaque point représente la position du centre de gravité de la voiture. On distingue deux phases, la phase A de démarrage et la phase B en ligne droite. Enfin, le document 3 nous donne un tableau de l'énergie cinétique en fonction de la vitesse. Ces données sont fournies par le moteur physique du jeu. On y voit que l'énergie cinétique augmente avec la vitesse. 116 kJ à 50 km/h, 463 kJ à 100 km/h et jusqu'à 1852 joules pour 200 km/h. Première question, d'après le document 2, qualifiez le mouvement de la voiture pendant la phase A et pendant la phase B. Il faut choisir parmi rectiligne, curviligne ou circulaire pour la trajectoire et parmi uniforme, accéléré ou ralenti pour la vitesse. N'oublie pas de justifier ta réponse. Et deuxième question, calculez le poids de la voiture. Je te laisse mettre en pause pour réfléchir avant de regarder la correction. Qualifiez le mouvement pendant les phases A et B. Commençons par la phase A, c'est-à-dire la phase de démarrage. Observons la chronophotographie. La trajectoire suit une ligne droite, donc le mouvement est rectiligne. Maintenant, regardons l'espacement entre les points. Ils sont de plus en plus éloignés. Cela signifie que la voiture parcourt de plus en plus de distance à chaque intervalle de temps. Donc la vitesse augmente, le mouvement est accéléré. La réponse pour la phase A est donc le mouvement est rectiligne accéléré. Passons maintenant à la phase B, la ligne droite. Là aussi la trajectoire est une ligne droite, donc le mouvement reste rectiligne. Mais cette fois, observons les points, ils sont tous équidistants, c'est-à-dire espacés de la même distance. Cela signifie que la voiture parcourt la même distance à chaque intervalle de temps. La vitesse est donc constante, le mouvement est uniforme. Pour la réponse de la phase B, le mouvement est rectiligne uniforme. Voici les différents types de mouvements. Tout d'abord les trajectoires, c'est-à-dire la forme du chemin parcouru. Si le chemin est une ligne droite, on dit que le mouvement est rectiligne. Si le chemin est une courbe quelconque, on dit qu'il est curviligne. Et si le chemin suit un cercle, on dit qu'il est circulaire. Deuxième critère, l'évolution de la vitesse. Pour l'analyser, on regarde l'espacement entre les points d'une chronophotographie. Si les distances sont égales, la vitesse est constante, le mouvement est uniforme. Si les distances entre les points augmentent, la vitesse augmente, le mouvement est accéléré. Et si les distances entre les points diminuent, la vitesse diminue aussi, le mouvement est ralenti. Retiens bien cette méthode, regarde d'abord la forme de la trajectoire, puis l'espacement des points. Pour la deuxième question, qui nous demande de calculer le poids de la voiture, on commence par relever les données. La masse est égale à 1200 kg et l'intensité de la pesanteur, G,
vaut 10 newtons par kilogramme. La formule du poids est P est égal à M multiplié par G. En faisant une application numérique, on a P est égal à 1200 fois 10, et donc P est égal à 12 000. Le poids de la voiture est de 12 000 newtons, ou 12 kN. Attention à ne pas confondre masse et poids. La masse s'exprime en kilogrammes et ne change pas, tandis que le poids s'exprime en newtons et dépend de l'intensité de la pesanteur du lieu où on se trouve. Questions 3 et 4, d'après le document 3, l'énergie cinétique est-elle proportionnelle à la vitesse justifiée? Et calculer l'énergie cinétique de la voiture roulant à 100 km/h, comparée avec la valeur du tableau. Tente d'y répondre avant la correction. Rappelons d'abord ce qu'est la proportionnalité. Deux grandeurs sont proportionnelles si leur quotient est constant. Calculons donc le quotient entre l'énergie cinétique divisé par la vitesse, pour différentes vitesses du tableau. Pour V égale à 50 km/h, EC sur V est égal à 116 sur 50, ce qui donne 2,32. Pour V égale 100 km/h, EC sur V égale 463 sur 100, ce qui donne 4,63. Et pour V égale 150 km/h, on a 1042 sur 150, ce qui donne 6,95. Les quotients sont différents. La réponse est donc non, l'énergie cinétique n'est pas proportionnelle à la vitesse, car le quotient EC sur V n'est pas constant. Et c'est logique car dans la formule, la vitesse est au carré, l'énergie cinétique étant fait proportionnelle au carré de la vitesse, pas à la vitesse elle-même. Calculons maintenant l'énergie cinétique de la voiture à 100 km/h. Regardons les données, la masse vaut 1200 kg, la vitesse vaut 100 km/h, et la formule EC est égale à 1/2 de m fois v au carré. Attention au piège dans cet exercice, la vitesse dans la formule doit être en mètres par seconde, pas en kilomètres par heure. Si tu oublies cette conversion, ton résultat sera complètement faux. Donc commençons par convertir la vitesse. V égale 100 km/h. Pour convertir, on multiplie par 1000 pour avoir des mètres, et on divise par 3600, car il y a 3600 secondes dans une heure. V est égal à 100 fois 1000 divisé par 3600, ce qui donne environ 27,78 mètres par seconde. Calculons maintenant l'énergie cinétique. EC est égal à 1/2 de m fois v au carré. On remplace par les valeurs qu'on vient de trouver, et on trouve 463 020 joules, soit 463 kJ. Comparons avec le tableau, la valeur indiquée est de 463 kJ. Les valeurs sont identiques, notre calcul est correct. Terminons avec un petit rappel de cours sur l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, c'est l'énergie que possède un objet du fait de son mouvement. Plus un objet va vite, plus son énergie cinétique est grande. Plus un objet est lourd, plus son énergie cinétique est grande aussi. La formule qu'on vient de voir, EC est égal à 1/2 de m fois v au carré, et attention aux unités. EC s'exprime en joules, noté J, m s'exprime en kilogrammes et v s'exprime en mètres par seconde. Point clé à retenir, la vitesse est au carré dans la formule, et cela a une conséquence importante. Si la vitesse double, l'énergie cinétique est multipliée par 4, pas par 2. Et surtout, n'oublie jamais de convertir la vitesse en mètres par seconde avant de calculer. Voilà pour cet exercice, bravo si tu as su répondre aux questions. Passons maintenant au 4e exo. Dans cet exercice, nous allons parler de la science des sneakers. Tu le sais peut-être, les fabricants de baskets rivalisent d'ingéniosité pour créer des chaussures toujours plus légères, mais aussi résistantes. Pour y arriver, ils jouent sur un critère essentiel, la masse volumique des matériaux utilisés. On nous donne la formule de la masse volumique, ρ, égale m sur v, avec m la masse en grammes et v le volume en centimètres cubes. En gros, ça nous dit combien pèse une certaine quantité de matériaux. Le document 1 nous présente un tableau avec les masses volumiques de différents matériaux utilisés dans les sneakers. La mousse EVA, utilisée pour les semelles, a une masse volumique de 0,15 g par centimètre cube. Le caoutchouc, pour les semelles extérieures, a une masse volumique de 1,10. Le tissu mèche, pour la tige, seulement 0,08. Et le cuir synthétique, 0,85 g par centimètre cube. Dans le document 2, on nous parle d'une nouvelle basket avec une semelle intermédiaire révolutionnaire. On nous donne le volume de cette semelle, V égale 200 cm3, et sa masse, M, égale 24 g. En première question, on nous demande quel matériau du document 1 est le plus léger à volume égal. Il faudra justifier la réponse. Et ensuite, il faut calculer la masse volumique de la nouvelle semelle intermédiaire. Je te laisse le temps de mettre en pause pour réfléchir avant de regarder la correction. Alors, on nous demande quel matériau est le plus léger à volume égal. La clé, c'est de comprendre ce que signifie la masse volumique. Comme son nom l'indique, elle signifie la masse pour une unité de volume. Plus la masse volumique est faible, plus le matériau est léger pour un même volume. En comparant les valeurs du tableau,
0,15, 1,10, 0,08 et 0,85, on trouve que la plus petite valeur c'est 0,08 g par cm3. La réponse est donc le tissu mèche avec une masse volumique de 0,08 g par cm3 et le plus léger. Faisons un rappel de cours sur la masse volumique. La masse volumique est notée ρ, c'est une lettre grecque, caractérise un matériau, c'est la masse d'une unité de volume de ce matériau. La formule à retenir est ρ égale m sur v, avec ρ en grammes par centimètre cube ou en kilogrammes par mètre cube. M c'est la masse en grammes ou en kilogrammes, et v c'est le volume en centimètres cubes ou en mètres cubes. Lorsqu'on a une grande masse volumique, ça signifie que le matériau est lourd, très dense, et une petite masse volumique signifie un matériau plus léger. On peut également retenir les formules dérivées m égale ρ fois v, où v est égal à m sur ρ. On peut aussi retenir quelques exemples avec l'or qui est très dense, avec 19,8 g par centimètre cube, le fer 7,9 g par centimètre cube, l'eau est à 1 g par centimètre cube, c'est une référence, et une mousse qui est égale à 0,1 g par centimètre cube, et donc très légère. Dans la question 2, on nous demande de calculer la masse volumique de la nouvelle semelle. On commence par relever les données du document 2, la masse est de 24 g et le volume est de 200 cm3. En appliquant la formule qu'on vient de voir, on a ρ est égal à m sur v, donc 24 divisé par 200, on trouve 0,12 g par centimètre cube. Et n'oublie pas d'écrire les unités pour que ce soit juste. Voici maintenant deux autres questions. Comparez cette masse volumique avec celle de la mousse EVA. Cette nouvelle semelle est-elle plus légère ou plus lourde qu'une semelle classique en mousse EVA? Et enfin, pour une paire de sneakers posés sur le sol, quelle force s'oppose au poids des chaussures? Comment se nomme cette action mécanique? Pour la première question, on a trouvé que la nouvelle semelle avait une masse volumique de 0,12 g par centimètre cube. La mousse EVA, elle, a une masse volumique de 0,15 g par centimètre cube. On compare les deux valeurs, 0,12 est inférieur à 0,15, et comme la masse volumique de la nouvelle semelle est plus faible, cela signifie qu'elle est plus légère que la mousse EVA. On peut même faire le calcul pour un volume de 200 cm3, on trouve avec la nouvelle semelle 24 g, alors que pour la mousse EVA, 30 g, ce qui fait un gain de 6 g par semelle. Enfin, dernière question, on nous demande quelle force s'oppose au poids des sneakers posés au sol. Quand un objet est posé sur un support, il subit deux forces principales. La première, c'est le poids, noté P, c'est la force exercée par la Terre sur l'objet, à cause de la gravité. Sa direction est verticale, son sens est vers le bas. C'est une action à distance, la Terre attire l'objet sans le toucher. La deuxième, c'est la réaction du support, noté R, ou parfois N. C'est la force exercée par le sol sur l'objet. Sa direction est perpendiculaire au support, son sens est vers le haut, c'est une action de contact. Le sol touche directement la chaussure. La réponse est donc la force qui s'oppose au poids et la réaction du support, ou réaction du sol, c'est une action mécanique de contact. Pour rappel, voici un petit récapitulatif des forces et des réactions du support. Comme on le disait, quand un objet est posé sur un support, il subit deux forces, le poids, qui est représenté par le vecteur P, et la réaction du support, représentée par le vecteur R ou N. Si l'objet est immobile, les deux forces se compensent. On dit que P est égal à R en intensité. Les types d'actions mécaniques possibles sont les actions de contact, qui nécessitent un contact physique, comme pousser, tirer, la réaction du sol ou les frottements, et les actions à distance qui s'exercent sans contact, le poids dû à la gravité, les forces magnétiques ou les forces électriques. Voilà pour cet exercice, on passe maintenant au cinquième et dernier exo. Dans ce dernier exercice, nous allons parler de l'énergie lors d'un concert. Tu vas voir ton artiste préféré, des milliers de watts de son et de lumière pour une soirée inoubliable. Mais t'es-tu déjà demandé d'où vient cette énergie? C'est ce que nous allons voir ici. Le premier document nous donne la consommation électrique du concert. Le système de sonorisation consomme 50 000 watts. L'éclairage avec les projecteurs LED consomme 30 000 watts et les écrans géants consomment 15 000 watts. Le concert dure 2 heures. Dans le deuxième document, on nous présente la chaîne énergétique d'une enceinte. On voit qu'il y a une énergie en entrée, l'enceinte qui fait la conversion, et en sortie, nous avons l'énergie sonore plus une deuxième énergie. Le document 3 nous parle du générateur de secours. En cas de coupure, un générateur diesel prend le relais. Le carburant brûle dans le moteur, ce qui fait tourner un alternateur pour produire l'électricité. On nous donne aussi l'équation de combustion du diesel. 2C12H36 plus 37O2 nous donne 24CO2 plus 26H2O. On nous demande dans la première question de compléter la chaîne énergétique de l'enceinte avec les formes d'énergie appropriées.
Et on nous demande dans la deuxième question, la combustion du diesel dans le générateur est-elle une transformation physique ou chimique, et justifier la réponse. Pour la question 1, l'enceinte est branchée sur le secteur ou sur une batterie. Elle reçoit donc de l'énergie électrique. C'est notre énergie d'entrée. Son rôle est de produire du son, donc l'énergie utile est l'énergie sonore. Mais si tu touches une enceinte qui fonctionne depuis un moment, tu remarqueras qu'elle est légèrement chaude. Une partie de l'énergie est donc perdue sous forme d'énergie thermique. Voilà la chaîne complète. L'énergie électrique entre dans l'enceinte, qui la convertit en énergie sonore et en énergie thermique perdue. Faisons un petit rappel des différentes formes d'énergie. Nous avons l'énergie cinétique qui est liée au mouvement, l'énergie potentielle qui est stockée, que ce soit par la position en hauteur ou dans un ressort comprimé, l'énergie chimique est contenue dans les liaisons entre les molécules, l'énergie électrique est liée au déplacement des électrons dans un circuit, l'énergie thermique est liée à la température, c'est la chaleur, l'énergie lumineuse est transportée par la lumière, l'énergie sonore est transportée par les ondes sonores, et l'énergie nucléaire qui est stockée dans le noyau des atomes. Retenez bien le principe de conservation de l'énergie ne se crée pas et ne se détruit pas, elle se transforme d'une forme à une autre. C'est un principe fondamental en physique. On continue le rappel avec les chaînes énergétiques. Une chaîne énergétique représente les conversions d'énergie dans un système. La structure est toujours la même, on a une énergie d'entrée, puis un convertisseur qui transforme l'énergie. Et en sortie, on obtient l'énergie utile et de l'énergie perdue. Voici quelques exemples de convertisseurs. Un moteur convertit l'énergie chimique en énergie cinétique, avec des pertes thermiques. Un alternateur convertit l'énergie cinétique en énergie électrique. Une lampe LED convertit l'énergie électrique en énergie lumineuse, avec des pertes thermiques aussi. Une enceinte, on vient de le voir, convertit l'énergie électrique en énergie sonore et des pertes thermiques. Un panneau solaire convertit l'énergie lumineuse en énergie électrique. Et une pile convertit l'énergie chimique en énergie électrique. A noter que l'énergie dite perdue n'est pas vraiment perdue, elle est dissipée dans l'environnement, généralement sous forme de chaleur. Ce sont les pertes thermiques. Dans la deuxième question, on nous demande si la combustion du diesel est une transformation physique ou chimique. Regardons l'équation de la combustion. À gauche de la flèche, on a les réactifs, le diesel et le dioxygène, et à droite de la flèche, on a les produits, du dioxyde de carbone et de l'eau. Posons-nous la question clé, y a-t-il de nouvelles molécules qui sont créées? Et la réponse est oui. Les réactifs, le diesel et l'oxygène sont transformés en produits différents, du CO2 et de l'eau. La nature des molécules change complètement, donc la réponse est une transformation chimique. Terminons avec les deux dernières questions. Dans l'équation du document 3, combien de molécules de dioxyde de carbone sont produites pour 2 molécules de diesel brûlées? Et complétez le texte suivant, décrivant les conversions d'énergie dans le générateur. Pour la question 3, combien de molécules de CO2 sont produites pour 2 molécules de diesel brûlé? Il suffit de regarder l'équation. Nous avons 2C12H26 plus 37O2 nous donne 24CO2 plus 26H2O. Les coefficients devant chaque molécule nous donnent directement les proportions. Devant le diesel, on a le coefficient 2, c'est bien 2 molécules de diesel qui sont consommées. Et devant le CO2, on a le coefficient 24. Donc la réponse est 24 molécules de CO2 sont produites pour 2 molécules de diesel brûlées. Terminons avec la correction de la question 4, le texte à trous sur les conversions d'énergie dans le générateur. Regardons la chaîne énergétique du générateur. D'abord, le diesel contient de l'énergie chimique, stockée dans ses liaisons moléculaires. Le moteur brûle ce diesel et produit du mouvement. L'énergie chimique est convertie en énergie cinétique. Au passage, une partie est perdue sous forme de chaleur. Ensuite, l'alternateur tourne grâce à ce mouvement et produit de l'électricité. L'énergie cinétique est convertie en énergie électrique. Là aussi, une partie est perdue en chaleur. Voici le texte complété. Dans le générateur, l'énergie chimique contenue dans le diesel est d'abord convertie en énergie cinétique, mouvement du moteur, puis l'alternateur la convertit en énergie électrique. Une partie de l'énergie est perdue sous forme de chaleur. Voilà pour cet exercice, et bravo si tu as tenu jusque-là, la vidéo était vraiment longue, mais maintenant tu es fin prêt pour passer le brevet. S'il y a des points qui sont pas clairs ou si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, et je te dis à bientôt.